Bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série du Journal des Biotech et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Hervé Brailly, président du directoire par intérim d'Innate Pharma. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors je dis par intérim, bah oui parce qu'effectivement Mondher Mahjoubi a démissionné de ses fonctions de président du directoire pour rejoindre un grand groupe pharmaceutique. Vous êtes cofondateur d'Innate. J'ai tout simplement envie de vous demander, pour commencer, comment se passe cette période pour vous depuis le début de l'année et à quelle échéance vous pensez pouvoir annoncer la nomination d'un nouveau président du directoire? D'ailleurs, je précise, parce qu'il y a des annonces là aussi, que ce directoire, il s'est déjà renforcé de 2 nouveaux membres depuis le début de l'année. Allez, question générale sur la gouvernance d'Innate. Merci. C'est effectivement une période assez intense où j'ai le plaisir de retrouver le pilotage opérationnel. Ouais. Plaisir que j'ai eu pendant de nombreuses années, comme vous le mentionniez, de 1999 à 2016, avant d'en être président du conseil de surveillance. Donc là, je suis replongé avec les équipes dans l'opérationnel. Ouais. C'est un plaisir, et un plaisir à la mesure du potentiel que peut avoir la société. Alors, sur la gouvernance, très simplement, donc Mondher, que je remercie pour l'action de structuration et les percées, les avancées qu'il a eues, à la fois sur le portefeuille, sur la cotation Nasdaq, enfin sur un certain nombre de points tout à fait déterminants pour le futur. Donc Mondher a effectivement rejoint, c'est maintenant public, GSK, GlaxoSmithKline, un poste de coordination médicale, tout domaine thérapeutique, donc un poste important. Et pour piloter cette phase intermédiaire qui s'ouvre aujourd'hui, j'ai décidé avec le Conseil de mettre en place une gouvernance collective qui comprend les fonctions principales de pilotage de la société. Donc Yanis Morel, qui était déjà membre du directoire, a été promu comme CO, comme directeur des opérations, donc avec un rôle élargi de pilotage de la R&D. Sonia Coratino, qui était Chief Medical Officer, a rejoint le directoire, donc avec aussi une vue large, complète dans cette gouvernance collective. Et puis nous avons eu le plaisir de recruter Arvind Sood aux US, donc ouais. Arvind qui était senior dans le management d'Amgen, puisqu'il s'occupait de la relation actionnaire globale d'Amgen, et qui va développer, et ça c'était un axe stratégique fort mis en place par le Conseil, notre présence aux US, à la fois du point de vue actionnarial, il y a beaucoup de choses à faire pour reconstruire la base actionnariale américaine, mais aussi plus largement pour diriger les opérations américaines sur les aspects de développement clinique et de relations scientifiques. Donc on a maintenant un schéma collectif qui est robuste et qui va permettre de mettre en place et de dérouler la feuille de route stratégique qui est celle d'Innate. Donc là, l'autre partie de votre question, c'est quel est l'horizon de temps? Bon, l'horizon de temps, nous sommes de toute façon, je dirais, avec une gouvernance robuste. Oui. Et on va prendre le temps, on ne communique pas sur ce point, puisque évidemment des informations internes, le bon ou la bonne candidate, de trouver le bon ou la bonne candidate, interne ou externe. On a évidemment un process qui a été mis en place avec le conseil de surveillance et son comité de nomination pour trouver la bonne solution dans des délais raisonnables. On n'a pas de discontinuité en tout cas dans le pilotage et dans la gouvernance de la société. Je pense que c'est le point essentiel. Bon. Pas de discontinuité dans la gouvernance. Quand même, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie de me projeter, peut-être que vous recevez déjà des gens, je ne sais pas. J'ai envie de savoir finalement quelle feuille de route vous allez confier à ce président ou cette présidente du directoire. On le sait, le portefeuille d'Innate, il est fourni pour les investisseurs particuliers. C'est aussi parfois complexe de s'y retrouver. C'est quoi pour vous, Hervé Brailly, les grandes priorités d'Innate pour les 12 à 24 mois à venir? Oui, elles sont claires. Alors, je vais peut-être revenir sur cette notion de portefeuille diversifié que vous mentionnez, parce que je crois que c'est fondamental. Diversification du portefeuille, ça veut dire diversification des risques. À 2 égards, on a plusieurs de nombreux produits en clinique, on reviendra certainement dessus et sur les prochaines échéances, mais aussi des produits en préclinique. Et puis nous avons des voies de valorisation économique qui sont également diversifiées, puisqu'une large partie du portefeuille a donné lieu à des partenariats industriels qui peuvent générer des revenus substantiels tout en externalisant une partie importante du risque de développement et bien sûr en accédant à des capacités de commercialisation. Et puis par ailleurs, nous avons un portefeuille propriétaire où nous assumons le développement au moins initial et jusqu'à des étapes de création de valeur importantes. Donc il est doublement diversifié.
ce portefeuille. Pour autant, nous avons d'ailleurs une continuité dans le positionnement scientifique. Et je voudrais insister là-dessus parce que ça fait partie de la feuille de route. Il n'est pas question de diverger de cette stratégie. Ouais. En fait, la société, depuis sa fondation en 1999, est une société qui s'est focalisée sur l'immuno-oncologie. On peut même dire que c'est un pionnier des approches de thérapie immunologique, de thérapeutique immunologique des cancers, qui est une approche qui maintenant concerne toute tumeur liquide, solide. En fait, c'est vraiment très vaste dans son champ d'application en oncologie, mais qui a reçu une validation massive d'ailleurs en 2010 seulement. Hein, donc vous voyez ce rôle de pionnier. Et dans ce champ de l'immuno-oncologie, nous nous intéressons depuis l'origine de la société au ciblage de populations cellulaires particulières qui jouent un rôle tout à fait spécifique et important dans le contrôle des tumeurs ou dans la réduction des masses tumorales. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut lire la continuité de stratégie scientifique, mais avec une politique de diversification des risques, puisque, à l'évidence, deux produits ciblant deux molécules différentes vont avoir des résultats qui sont différents. Alors je peux rentrer dans le détail du portefeuille, mais fondamentalement, la feuille de route, c'est de poursuivre dans je dirais ce double axe, hein, un axe de continuité scientifique et un axe de continuité dans les partenariats, et on reviendra là-dessus peut-être en regardant produit par produit, et un axe de développement du portefeuille propriétaire qui est tout à fait fondamental, puisque les deux forces depuis 20 ans de la société, c'est d'être un moteur de découverte, Discover Engine, qui a été particulièrement efficace, hein, et la largeur de portefeuille le démontre, mais aussi d'être capable de nouer des alliances à différents stades avec des pharma, et on a les plus grands noms avec lesquels on travaille, et ce qui donne évidemment des accès à des ressources tout à fait importantes, à la fois du point de vue financier, mais aussi et surtout du point de vue opérationnel. Bon, si on regarde l'actualité récente maintenant d'Innate, on a eu en fin de levée dernière, c'était une levée d'options de la part de Sanofi, là aussi, pas toujours simple pour l'investisseur individuel finalement de comprendre ce que ça implique. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur d'ailleurs le contour de l'accord initial fait avec Sanofi et sur les conséquences de cette décision du groupe pour Innate à court terme? Oui, alors c'est très structurant, hein. On a maintenant une alliance avec Sanofi qui est vraiment importante et structurante. Cette alliance concerne plusieurs produits d'une famille, d'une plateforme de produits qui s'appelle les enquêtes. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'aller recruter des cellules qui sont circulantes dans le sang, hein, avec des capacités dites de natural killer, donc des capacités à tuer des cellules tumorales, à les reconnaître et à les tuer, mais à forcer cette reconnaissance et à forcer la mise en contact et l'activation, donc la mise en contact, l'activation et la destruction de cibles tumorales. Donc cette plateforme, elle s'est d'abord été mise en place et développée pour des tumeurs solides, des tumeurs liquides, pardon, donc des tumeurs hématologiques. Ceci a donné lieu à un accord de R&D avec Sanofi qui a porté un premier produit en clinique qui vise une cible assez bien caractérisée dans le domaine du traitement des leucémies aiguës myéloïdes et des résultats ont été publiés qui constituent un premier signal d'efficacité en même temps qu'une première démonstration de l'innocuité de l'approche. Donc il semble qu'on ait avec cette approche, au contraire je dirais, d'autres approches qui utilisent des engagers, donc des anticorps multispécifiques, mais sur d'autres populations cellulaires. Il semble qu'on ait des bons éléments de validation d'un index thérapeutique supérieur, ce qui laisse entrevoir de multiples applications en oncologie, mais peut-être d'ailleurs aussi en dehors de l'oncologie, dans d'autres domaines thérapeutiques. Mais là, j'anticipe. En tout cas, premier accord avec Sanofi, premier produit, puis deuxième produit, tumeur liquide. Et Sanofi, cet accord nous fournit évidemment des ressources financières, mais des accès, mais aussi des éléments de validation. Au point que Sanofi a décidé d'exercer une option et donc d'avoir deux autres produits qui rentrent dans le cadre de cet accord et qui maintenant sont des produits qui visent des tumeurs solides. Donc on a maintenant, je dirais, tout un panel de développement, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails ici, mais qui constitue une première solide, large validation de la pertinence de la plateforme dite enquête, donc de nos NK Engagers. Alors, incidemment, c'est aussi significatif du point de vue financier, hein, puisque
puisque nous avons déjà reçu environ 56 millions d'euros à ce stade précoce, et l'accord est riche de 1,75 milliard si nous allons au bout et à la commercialisation. Alors au-delà de ça, maintenant notre enjeu, c'est de développer des produits propriétaires, forts de cette validation, qui vont pouvoir élargir encore le spectre. Et on a d'ailleurs un produit propriétaire qui vise à rentrer en clinique en 2024, qui est l'IPH65, mais bon, on ne va peut-être pas rentrer ici dans les détails, simplement pour illustrer cette approche dont j'ai déroulé je dirais, le rationnel stratégique et qui fait l'objet maintenant des efforts de la société. Bon, voilà pour ce partenariat de long terme avec Sanofi, on l'a vu, et stratégique là aussi, tant en termes d'indications que de montants aussi financiers. L'autre nouvelle, plus récente, celle-là, elle date du début de l'année, c'est la FDA qui a levé la suspension partielle du programme clinique avec Lacutamab. On rappelle qu'il avait été partiellement suspendu, c'était en octobre dernier, à la suite du décès d'un patient. Bonne nouvelle, j'imagine, enfin même j'en suis sûr, pour ce programme. De quelle façon va-t-il se poursuivre à court terme? Quelles avancées vous pourrez communiquer aux investisseurs en 2024? Alors, en effet, un programme de grande importance pour la société, pour Inat Pharma, puisque là, il s'agit d'un programme propriétaire sur lequel nous avons l'ensemble des droits et que nous portons jusqu'à un stade de développement avancé. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le clinical hold, la suspension de l'essai clinique, puisque il y a toujours suspicion dans ces cas-là qu'on ait une toxicité qui soit liée au produit. Oui, bien sûr. Bon, là, la réponse a été clairement... Suspension partielle. Oui, suspension partielle. Bon, les essais étaient recrutés, donc il n'y avait pas d'incidence sur le déroulé du programme. Mais pour autant, évidemment, ça peut interroger sur d'éventuels problèmes de tolérance, etc. Donc là, la question a été tranchée absolument. Le décès, que nous déplorons évidemment, est un décès qui est lié à la progression de la maladie chez la patiente concernée et non pas à une toxicité, une éventuelle toxicité. Jusqu'à présent, toutes les indications que nous avons est que Lacutamab, notre produit, est extrêmement bien toléré. Mais évidemment, c'est un développement qui intervient chez des patients très avancés qui ont passé à travers plusieurs lignes de produits. On a eu d'ailleurs des signaux d'efficacité plutôt prometteurs sur une sous-population particulière de patients atteints de lymphome cutané, dans ce qu'on appelle le syndrome de Sézary. Et je dirais, malgré le fait qu'il s'agissait d'une maladie très péjorative, très avancée, de patients ayant eu plusieurs lignes de traitement préalables, on a eu des signaux d'efficacité significatifs qui ont donné lieu à une publication en décembre 2023. Alors je reviens sur cet historique parce qu'il conditionne la suite. C'est important. Donc la suite, c'est qu'on a certes le Sézary, mais l'essentiel de l'indication dans le lymphome T cutané, c'est un syndrome, enfin c'est une pathologie qui s'appelle le mycosis fungoïde, donc qui représente ici plus de 50% environ de l'ensemble des lymphomes T cutanés. Donc là, nous avons un essai qui n'est pas un essai à visée d'enregistrement, mais qui est un essai preuve de concept avec un nombre suffisant de patients pour fournir des données significatives pour le design de l'essai d'enregistrement ultérieur. Et cet essai, c'est notre objectif que de le publier, d'en publier les résultats en 2024. Je ne peux pas être précis sur le mois. Courant de l'année, on va dire. Mais c'est courant de l'année et ça sera déterminant. Alors pour aller plus loin ici, nous allons designer l'essai de phase 3. Et dès lors qu'il s'agit d'accéder à des capacités de commercialisation sur une base globale, la société n'est pas équipée. Donc l'objectif de long terme, c'est quand nous avons atteint un stade de valeur suffisant sur cet actif, qui est vraiment un actif important, puisqu'il est très avancé dans son développement, nous chercherons un partenaire qui a ces capacités d'enregistrement global en oncologie dans cette indication et surtout les capacités de commercialisation ultérieure. Donc vous voyez, ça illustre la stratégie à plusieurs piliers de la société. Un pilier qui est celui du développement de portefeuille propriétaire où nous retenons des droits jusqu'au stade le plus avancé possible pour en maximiser la valeur, et un pilier de génération de molécules innovantes. C'est tout à fait illustré par ce qu'on fait avec Sanofi, c'est aussi illustré par ce qu'on a fait avec AstraZeneca. Bon là c'est une grosse phase 3, donc c'est évidemment critique, ça peut être un élément de changement radical de statut pour Inat si cette phase 3 est positive. Le recrutement se poursuit, c'est pas une actualité immédiate, phase 3 c'est un essai. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, surtout quand il s'agit, comme vous le verrez dans clinicaltrial.gov, de près d'1 millier de patients sur une base globale. Grosse étude. C'est une grosse étude.
Grosse étude. En tout cas, voilà, très clair sur cette reprise de cet essai aux États-Unis. On va parler forcément aussi un petit peu de la visibilité financière. Oui. On est sur Boursorama, c'est normal. En novembre dernier, vous annonciez une visibilité financière jusqu'au second semestre 2025. C'était sans prendre en compte la levée d'options de Sanofi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et puis, question dans la question, ça fait 2 ans dans le journal des biotech et peut-être même 1 an où on commente certes l'aspect crucial des finances, mais l'aspect même maintenant véritablement couperet pour certaines sociétés. Oui. J'imagine que c'est une certaine sérénité quand même d'être une biotech, on va dire, bien financée. Alors évidemment, la situation bilancielle est un atout majeur quand il y a des périodes de vent contraire. Inat Pharma a eu cette capacité au long de son histoire, et singulièrement sur les dernières années, de maintenir un horizon de cash qui a été supérieur à 2 ans, ce qui, quand on regarde les comparables européens, mais pas seulement, le marché de financement il est global, comme vous le savez on est coté au Nasdaq, quand on regarde aussi les comparables américains, est assez différenciant. Ok. Alors, nous allons prendre toutes mesures nécessaires, à la fois en business development, évidemment dans le contrôle de nos coûts, pour maintenir cet avantage compétitif quelque part, ou cet avantage différenciant, qui est d'avoir une situation bilancielle solide. Alors, les prochains chiffres seront publiés au moment des annuels. Donc, notamment ce que vous mentionniez, les 15 millions qui sont maintenant à la banque de la dernière option Sanofi ne sont pas pris en compte dans la précédente communication, à 121 millions qui était celle de septembre 2023. Donc écoutez, le jour venu, on aura les nouveaux chiffres. Bon. Alors maintenant, demandiez aussi comment se situe en quelque sorte l'ambiance exactement. En termes de financement des biotech. Alors il est vrai que nous avons traversé des années rudes. Alors c'est peut-être encore plus vrai aux États-Unis qu'en Europe. De fait, on a vu quand même beaucoup de sociétés avoir des difficultés pour se refinancer et monter leurs programmes. Parallèlement, on a vu aussi une activité de M&A qui a été soutenue et qui est même extrêmement soutenue. Il s'est passé pas mal de choses. Et quelque part, les choses sont liées, mais on a clairement, enfin c'était en tout cas le sentiment qui se dégageait à JP Morgan, enfin dans la grande messe des biotech annuelles là, en janvier à San Francisco. On a un regain d'intérêt très fort. Décembre a été le mois de décembre le plus fort depuis de nombreuses années. On a eu des opérations de M&A spectaculaires, on peut en citer quelques-uns, dans un domaine qui nous intéresse, les drug antibody conjugate et d'ici, fait partie des nouveaux produits d'immuno-oncologie que nous développons. Nous avons vu une acquisition de Ambrex par J&J pour plus de 2 milliards de dollars qui démontre l'intérêt soutenu du marché pour ces approches d'immuno-oncologie. D'autres opérations plus récentes, Inhibrix par Sanofi, un domaine qui est plutôt connexe, qui est celui de maladies rares, mais enfin, en tout cas, une activité très soutenue de M&A et parallèlement tous les signaux d'une reprise de marché. Donc on peut espérer que la période un peu rude, mais aussi liée à des éléments macro, qui ne sont pas que des éléments intrinsèques. C'est que quand on est dans un secteur à risque, c'est une évidence que de le dire, évidemment, c'est très sensible aux taux. Et donc, la montée de taux d'intérêt liée aux poussées inflationnistes crée un désamour pour des secteurs qui sont dans une nécessité de se refinancer, alors même que des financements de taux peuvent être beaucoup plus attractifs. Ça, c'est des mouvements qu'on connaît et que la biotech a subi de plein fouet sur les 2-3 dernières années. Et effectivement, les parcours boursiers de la plupart des sociétés, y compris celles qui sont bien dotées en portefeuille et qui ont un bon horizon de cash, n'ont probablement pas été à la mesure des ambitions ou des capacités scientifiques ou de développement de produits que pouvaient présenter ces sociétés. Vous avez fait presque la transition tout seul sur la prochaine question que j'allais vous poser, puisque visiblement vous étiez à la JP Morgan, cette fameuse grand mec des biotech, ça se tient à San Francisco. Quand je vous écoute, Hervé Brailly, j'ai l'impression que l'immuno-oncologie, ça reste un des sujets santé
Ah oui, certainement. Stratégique. Ah mais certainement. Bah, le besoin médical, il est là. Hein. Ouais. Je veux dire, à la fin du fin, c'est l'intensité du besoin médical non satisfait. Et en même temps, l'immuno-oncologie s'est imposée comme, ou plutôt les approches immunologiques du traitement des cancers, s'est imposée depuis 10 ans, à la suite d'autres révolutions, hein, celle des cytotoxiques dans les années 1980, celle des thérapies ciblées dans les années 2000. Bon, on est dans la génération de l'immuno. Donc le sujet, il est évidemment là. Alors il est là avec des approches technologiques qui sont diversifiées. On a des approches de conjugués anticorps cytotoxiques. On est présent ici, ça c'est un grand intérêt pour ces approches aujourd'hui. Il y a des approches d'engageurs, donc nous sommes dans les engagers, mais il y a de multiples résultats tout à fait positifs, intéressants avec d'autres types d'engagers. Hein. D'ailleurs aussi un deal américain important avec la société Harpoon qui a été annoncé à JP Morgan dans ce domaine. Donc deuxième approche technologique. Troisième approche qui a suscité beaucoup d'intérêt mais qui est surtout une approche qui permet de faire de la preuve de concept. C'est les approches à base de CAR-T. Hein, où on voit que l'élimination ciblée de sous-populations cellulaires, et ça ne s'applique pas seulement à l'oncologie mais d'ailleurs aussi à des pathologies inflammatoires maintenant, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de promesses extrêmement prometteuses. Et ça sert aussi de validation pour avoir des approches avec une bonne praticabilité pour cibler certaines populations cellulaires. Donc au total, l'immuno-oncologie, mais même je dirais au-delà, l'immunologie, hein, parce que l'immunologie est un tout, est évidemment un des champs, je dirais, de la R&D pharma qui connaît les plus grands développements et qui attire à l'évidence l'intérêt des investisseurs et des pharma. Bon. Question rapide pour finir, réponse rapide pour finir. On refait cette interview en janvier 2025. Qu'est-ce que vous êtes content de m'annoncer ? C'est une question piège. Non, pas du tout. Ben non, c'est une question piège par définition, parce que c'est un forward-looking statement et que je ne fais pas de prédictions, surtout sur l'avenir, c'est les plus difficiles. Bon, pour autant, je crois que tu es assez clair sur le déroulé de la stratégie et donc sur les objectifs implicites que nous avons derrière, qui sont ceux du développement late stage de l'acutamab et de la publication de ces résultats. Évidemment, c'est des résultats, donc nous ne les avons pas en main. Hein, c'est quand on ouvre les enveloppes qu'on les a. Et j'ose espérer, d'après les signaux que nous avons obtenus jusqu'à présent avec ce produit dans des sous-indications, que nous aurons des résultats qui sont solides, qui permettent d'envisager une voie vers la commercialisation, probablement vers un partenariat. Donc voilà, je réponds quand même à votre question. C'est gentil. Et puis, pour le reste, j'espère aussi, dans un an, et là je permettez-moi de ne pas être spécifique, pouvoir présenter des avancées de notre portefeuille propriétaire. Oui. Évidemment, je ne maîtrise pas ce qui se passe au niveau de la communication de Sanofi, mais je suis persuadé que les produits avanceront avec le moteur de développement et les capacités de développement de notre partenaire. Et donc, j'ose espérer qu'on aura aussi de ce côté-là des nouvelles intéressantes. Et voilà, réponse passionnante, passionnée, très complète sur l'actualité d'Innate. Merci beaucoup, Hervé Brailly. Merci beaucoup. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.